Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à la Mauritanie. Mauritanie dont le président Mohamed Ould Abdelaziz ne se représente pas. La présidentielle est prévue le 22 juin 2019. Mais comment parler de cette présidentielle sans revenir sur le bilan du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz? Que peut-on retenir de ces 10 années passées à la tête de ce grand pays de l'Afrique? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Deogracias Podo. C'est la fin des incertitudes. Le chef de l'État a clairement renoncé à briguer un troisième mandat, même si à plusieurs reprises, il a laissé le doute planer sur ses réelles intentions. D'aucuns estiment que ce dernier aura tout intérêt à préserver la stabilité politique et institutionnelle actuelle du pays. D'autres, dans ses rangs, évoquent un bilan remarquable. Depuis 2009, le président Abdelaziz aura réalisé plusieurs réformes, dont la suppression du Sénat, la création des conseils régionaux et du Haut Conseil de la Fatwa, ou encore procéder à la modification du drapeau national. Il a fallu commencer par la mise en place de projets durables, notamment les infrastructures de base, mettre en place un système éducatif valable, un département de santé qui peut assurer la couverture médicale sur tout le pays et la mise en place de systèmes biométriques d'état civil pour mettre fin à la migration clandestine et aussi la sécurisation des frontières. Depuis 2009, plusieurs chantiers ont été entamés pour le développement économique de la Mauritanie. Dans plusieurs rapports, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont encouragé les efforts réalisés par le gouvernement, notamment depuis 2015, pour contrer la chute du prix du minerai de fer, la principale source de revenus de l'État. Plusieurs autres mesures ont été prises, notamment la réforme de l'Ouguiya, la monnaie nationale entrée en vigueur début janvier 2018. Et sur le plan des infrastructures, le port de Nouadhibou a été étendu pour un coût de 18 millions de dollars. 298 millions de dollars ont été affectés au secteur de l'énergie, notamment avec la réalisation d'une centrale éolienne de 100 MW à Boulet-Noir. De 2009 à 2018, il y a un bond en avant sur le plan des infrastructures, notamment les infrastructures portières. Et en deuxième lieu, il y a eu le lancement de la compagnie aérienne Mauritania Airlines. Il y a aussi le lancement de l'aéroport international Oumoussi de Nouakchott. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Je pense notamment à la route Rosso-Nouakchott, qui est dans un état de dégradation très avancé et qui constitue, à mon avis, l'un des passifs de ces 10 ans de règne. Les résultats du pilotage économique opéré par le président Abdelaziz sont remarquables. Les réserves en devises du pays sont confortables. Le budget dégage désormais un surplus qui devrait permettre de maîtriser une dette extérieure évaluée à plus de 70% du produit intérieur brut. Mais de notre côté, cette embellie a du mal à voiler un certain nombre de travers. Malgré les grands progrès opérés en matière de climat des affaires, beaucoup dénoncent la puissance publique qui étouffe toujours l'initiative privée. Cette situation a eu des effets néfastes sur l'économie et sur la crédibilité de la justice, impactant négativement les investisseurs. D'après un rapport du World Economic Forum, la Mauritanie est classée à la 137e place sur 138 pays sélectionnés en termes de compétitivité économique. Le président a entrepris un projet de haute envergure qu'il a baptisé la Mauritanie nouvelle. La vision à long terme du président de la République était tout d'abord d'exterminer la gabegie et inculquer les valeurs sociales correctes par rapport à ce phénomène qui était devenu une deuxième nature dans l'administration mauritanienne d'avant 2009. D'ici la tenue de l'élection présidentielle, le chef de l'État a promis d'apporter son soutien à la candidature de Mohamed Ould Ghazouani, l'actuel ministre de la Défense, considéré dès lors comme son dauphin pour la présidentielle, prévue au plus tard le second semestre 2019. Récemment, son parti, l'Union pour la République, a remporté 89 des 157 sièges de députés au Parlement, une majorité obtenue face à une opposition aussi déterminée à prendre les rênes du pays. On ne peut faire de façon exhaustive le bilan de 10 années de gouvernance. En quelques minutes d'émission, nous allons essayer d'évoquer quelques points saillants, quelques points et précis du bilan du président Mohamed Ould Abdelaziz au plan social, au plan économique et au plan politique. Plan social sur la question des injustices sociales, au plan économique sur la question de la lutte contre la pauvreté et au plan politique, on l'a vu dans la première partie, la question de la démocratie, notamment de la démocratie électorale. Plan social. 2015, la Mauritanie sous le magistère du président Mohamed Ould Abdelaziz renforce l'arsenal répressif contre l'esclavage, qui est un phénomène dans votre pays. Vous avez évoqué la question de la discrimination d'une catégorie sociale dans votre pays, la Mauritanie. Arsenal répressif renforcé
en qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité. 2018, avril 2018, 3 Mauritaniens ont même été condamnés à 1 an de prison ferme pour avoir traité un Mauritanien d'esclave. Et pourtant, Amnesty International déplore qu'il y a encore en Mauritanie 43 000 esclaves. Quelle est la difficulté, Gemal, à lutter contre ce phénomène fortement décrié par certains Mauritaniens? Ce n'est pas une question de difficulté, il n'y a pas de difficulté. Et je vais vous dire, je me moque de ce que dit Amnesty International. Oui, j'imagine. Je m'en contrebalance comme en 40. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays et ce qui se passe dans mon pays. Est-ce que nous avons des problèmes? Oui. Est-ce que nous les cachons? Non. Est-ce que nous les affrontons? Sans aucun doute. Est-ce que la qualification que donnent de nos adversaires de nos problèmes et des activistes de chez nous qui veulent bien lui donner une connotation politique, ça devient quelque part une espèce de fonds de commerce politique qui est une réalité? La réponse est 10 fois non. Oui, nous avons des problèmes, nous avons une histoire que nous partageons tous, dans toutes nos communautés, dans toutes nos composantes. Mais je vais vous dire, elle ressemble au Mali, elle ressemble au Bénin, elle ressemble au Togo, elle ressemble au Sénégal, elle ressemble à tous les pays de la région. Une de mes amies qui est experte des Nations Unies m'a dit il y a quelques années, c'est extraordinaire, vous êtes tellement fort que vous avez pris un projecteur et vous l'avez mis sur vous. Les autres ne veulent même pas de projecteur sur eux. Eh bien, nous l'avons mis, en effet, puisque nous l'avons mis pour essayer de nous améliorer. Si dans mon pays il y a un esclavage et qu'il y a besoin de je ne sais quelle amnistie ou je ne sais quelle organisation qui a une connotation totalement coloniale et impérialiste, chez moi va me donner des leçons, je suis minable. Si je ne suis pas capable de lutter contre les injustices chez moi, c'est un problème. Et donc mon premier souci est celui-là. Mon premier souci est de le criminaliser. Mon premier souci est de le débusquer. Ce dont souffre la Mauritanie, il n'y a pas de marché d'esclaves. Il n'y a pas un pays où on vend et on achète les esclaves. Il faut être un extrême salaud pour raconter ça, pour réfléchir à ça. Mais c'est un pays qui a des problèmes. Laissez-moi finir. C'est un pays qui a des problèmes. Qui a des problèmes parce qu'il a un passé. Et que l'histoire héritée de son passé pèse encore sur lui. Il y a encore des conséquences. Mais on peut faire mieux, on peut faire davantage. Attendez, on est d'accord. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. C'est l'un des rares pays. Alors on me dit, ils n'ont condamné pas. Ah, vous voulez qu'ils condamnent des maîtres d'esclaves? Il n'y en a pas. Ils condamnent ceux qui ont une... Il n'y a pas de maîtres d'esclaves. Mais non, il n'y a pas de maîtres. Il n'y a personne qui détient d'esclaves. Mais évidemment que non. Et penser ça est une espèce d'hérésie. Non, mais quand on le dit, moi, de là où je suis, je peux vous le dire, Gemal Taleb, ça ne serait pas en ce moment-là spécifiquement mauritanien. Il y a aussi d'autres pays où ça existe. Où il y a vraiment... Je vais vous dire, si vous avez une définition... Laissez-moi juste finir ce que je dis. Si vous avez une définition de l'esclavage au sens juridique du terme, il n'y a pas d'esclavage en Mauritanie. Si vous donnez une définition sociologique, c'est-à-dire ce que la Mauritanie et les Mauritaniens appellent les séquelles de l'esclavage, en effet, nous les avons tellement... Là, vous êtes en contradiction. Vous êtes en contradiction. Si je vais vous dire, vous n'allez pas pourquoi est-ce que comment dire, les pouvoirs publics, l'État mauritanien met en place une loi qui criminalise l'esclavage s'il n'y a pas d'esclavage? Pourquoi condamne-t-on des gens? Ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas parce que vous avez un arsenal manquant chez vous que vous avez forcément une réalité que vous êtes en train de combattre. Non, vous combattez une histoire. Vous combattez les séquelles d'une histoire. Quand vous combattez... Moi, je vais finir un peu par rapport à ça. Oui, on n'a pas assez de temps. Sauf que allez-y très rapidement. Le sujet est tellement sérieux. Mais oui, c'est un sujet sérieux. Il a besoin au moins que je développe et que je termine mes réponses. Non, je vous ai bien dit que nous avons un problème et que le problème que nous l'avons pris à bras-le-corps. Nous avons pris les taureaux par les cornes et nous nous sommes dit non, si vous revendiquez que dans l'histoire vous aviez un esclavage, vous accepté. Sauf que avec vous avez cité vous avez donné trois dimensions. Je vais vous dire pour qu'on nous comprenne. Je vais donner un exemple. Vous avez donné trois dimensions. La dimension historique, la dimension juridique et la dimension sociologique de l'esclavage. Je vais vous donner un exemple personnel. Oui, quel est le type d'esclavage alors qu'il y a chez vous dans votre pays? Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai moi-même été marié à une femme de la vallée. Le lendemain de notre mariage, un monsieur est venu me voir et il m'a dit « Je suis ton esclave ». Je suis qui? Je suis ton esclave parce que je suis l'esclave hérité de ta femme. Pardon, ma femme n'exerce sur lui aucun magistère. D'accord. Mais sauf que comme mon ex-épouse est elle-même issue d'une famille très élevée... Non. Si vous ne voulez pas avoir ça, c'est vous c'est pas son... Très rapidement, on va prendre le on a en Mauritanie, socialement parlant, un double problème. C'est le problème de l'esclavage et c'est le problème du racisme. Le problème de l'esclavage, 6 textes juridiques ont été votés depuis l'indépendance jusqu'à présent qui incriminent l'esclavage. En 1980,
Une loi a été votée abolissant l'esclavage et permettant l'indemnisation des esclavagistes. En Mauritanie, le maître a droit de vie et de mort sur son esclave. Que ça plaise ou non. Maintenant, en matière de racisme, la Mauritanie est traumatisée par un problème de numération, de quantité de population, d'équilibre noir-blanc dans le pays. C'est pour cela que depuis l'indépendance jusqu'à présent, arabo-berbère vous utilisez le terme que vous voulez. En tout cas, ce problème a hanté les Mauritaniens. Oui, mais ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas voulu publier, on n'a jamais voulu publier les chiffres officiels dans quelconque recensement. Oui. On en a fait 4 ou 5. C'est plutôt une bonne chose. Je finis. On en a fait 4 ou 5. Il n'y a que des Mauritaniens. Laissez-moi. Vous savez, les statistiques non, il y a des Mauritaniens hauts et des Mauritaniens de basse zone. D'accord. Donc, quand les recensements ont été faits, on n'a jamais... Vous me laissez parler, je vous ai laissé parler. Laissez-moi... Non, vous me laissez... Je finis de parler, s'il vous plaît. On n'a pas de temps. Donc, quand les recensements n'ont jamais voulu être publiés, je peux vous dire, en 1978, un rapport suite au recensement de 77 disait estimer que les populations étaient presque égales, noirs et blancs, parce que ce chiffre a toujours traumatisé les extrémistes maures. Et c'est ce qui a entraîné les déportations et les massacres de 1989-90 et le fait qu'en Mauritanie actuellement, on enrôle des Sahraouis, on enrôle des gens, des Touaregs, de l'Azawad, on enrôle des Syriens pour augmenter la population, la quantité de la population de race blanche. Et depuis 1991, avec l'enrôlement, et depuis 1991... Vous vous souvenez, il nous a dit quelque chose. Depuis 1991... l'émission qui, moi, particulièrement, m'a touché. Attendez, je finis. Sa maman est comme vous. C'est pas grave, ça. Sa maman est aussi noire que vous. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est des... C'est difficile. C'est des détails parce que moi j'ai des parents marocains, donc c'est des détails. Ça n'empêche pas qu'il y a la discrimination. L'enrôlement de 2011 a permis aussi d'éliminer une bonne partie de la composante noire. Donc en termes de bilan, vous pensez que les 10 dernières années, ils ont été que la continuité du système. Que le président Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas fait grand-chose sur le plan de lutte contre... Ah si, il a fait grand-chose. Il a continué le renforcement de l'esclavage et du racisme en Mauritanie. Il a continué exactement et empiré ce que les autres avaient fait avant. Si, il a un bilan là-dessus. C'est votre point de vue, très rapidement. Mon point de vue par rapport à ce thème d'esclavage, moi je trouve que monsieur le président Mohamed Aziz a été à la hauteur en reconnaissant qu'il y a l'esclavage en Mauritanie. C'est dire ça. Et je précise, l'esclavage, je précise, monsieur à la hauteur. S'il vous plaît, monsieur Dia, finir. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je veux juste résumer, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Je précise, et c'est très important. Donnez-moi 2 minutes, je finis. La Mauritanie n'est pas le seul pays où... Donnez-moi 2 minutes, je finis par rapport en Afrique. C'est très important. Il y a beaucoup d'autres pays aussi. Donnez-moi 2 minutes, je vais finir. Par rapport à ce bilan, 2 minutes, c'est trop. Du côté de l'esclavage, il a mis des jalons extraordinaires. Le fait de reconnaître en Mauritanie, il y a de l'esclavage. En mettant en place des lois incriminant les maîtres, en mettant en place des tribunaux. Et récemment, il y a eu un séminaire dans ce cadre au niveau de Assaba et Kifa. Et en mettant en place un projet nommé Tedamoun pour aider les femmes ici de l'esclavage. Tous les Mauritaniens pauvres. Donc, vous, de ce tous les Mauritaniens, en termes de bilan, pour les séquelles de l'esclavage et l'esclavage. Non, tous les Mauritaniens. Il faut reconnaître, M. Jamal, que M. Mohamed Abdelaziz reconnaît qu'en Mauritanie, il y a eu de l'esclavage. On est d'accord. Il a eu c'est ce qui existe. D'où les nouvelles lois. Mais M. que M. Da daigne dire des choses. Pas simplement de l'esclavage, mais aussi il y a le racisme d'État en Mauritanie. Ça, il faut le reconnaître. Mais évidemment. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Il y a le racisme d'État, il y a l'esclavage, et ça, il le reconnaît. Déjà, il commence à faire des jalons, le racisme d'État en mettant, en appelant à tous les citoyens mauritaniens vers une marche pour l'unité nationale. C'est reconnaître en Mauritanie qu'il y a ce fléau de racisme d'État. Nous parlons d'un pays qui fait 1 300 000 km², presque 5 millions. Presque 5 millions. 980 000 m².
Comment? 980 000 km². Si, moi je m'en tiens aux statistiques. C'est un peu moins aux statistiques actuelles et un pays qui, dans le contexte géopolitique actuel, a réussi quand même à sécuriser ses frontières. Ça aussi, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est l'un des points importants que revendique le président Abdelaziz. Je suis désolé. Il a pris la Somalie, un pays qui était complètement assiégé par Al-Qaïda, qui avait 2 heures d'électricité par jour, qui n'avait pas de route. Il a donné le Botswana, un pays qui a de l'électricité, qui a de l'eau, qui a de route et qui n'a rien à voir avec l'humanitaire. Attendez, si vous trouvez un chef d'État mauritanien qui a un bilan, montrez-le-moi, à part Mohamed Abdelaziz. Mais les problèmes restent. Les problèmes restent là. Il y a un problème d'expansionnisme en Mauritanie. Les problèmes. S'il y a un bilan positif. Il y a un problème d'expansionnisme. S'il y a un bilan positif, moi je vais vous énerver Mohamed Aziz en bilan négatif. Aujourd'hui, là où nous sommes, regardez les derniers résultats qui viennent de l'enquête SMART. Quand on parle de SMART, on parle de la situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire en Mauritanie. Dans les 4 régions les plus grandes en Mauritanie, les 2 Hauts, l'Assaba et Guidimaha, on a un taux de malnutrition et aux situations d'urgence. C'est la preuve effectivement que le nouveau président qui sera élu, nous avons effectivement la preuve que ce rapport est écrit par les flammes. Ceci fait partie. Je pense qu'il est rédigé par les flammes. Ceci, M. Diab, malheureusement, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Le niveau de l'INSEE. Je pense qu'il est rédigé par les flammes. Pour qu'un bilan soit positif pour le président Mohamed Al-Aziz, il faut que les conditions de vie des populations soient à la hauteur. Hassidia, merci à vous. Merci à vous. Vous évoquez des problèmes qui, s'ils sont effectivement avérés dans votre pays, doivent constituer les prochains défis que devra relever le président qui sera élu le 22 juin 2019. Qu'il y ait des problèmes, c'est évident, mais la Mauritanie, c'est un pays à fort potentiel, c'est un pays grand par sa superficie, mais sans doute aussi grand par ses hommes. Et vous saurez trouver les moyens de combattre justement ces injustices pour une vie commune, une vie en pleine cohésion. Vous avez tout pour. Merci à vous, chers Mauritaniens, d'avoir participé à cette émission. Une phrase qui va résumer notre débat. Quand je me regarde, je me console. Quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Si les Mauritaniens devaient se comparer, ils se consoleraient largement. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux. Merci à vous. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Au revoir.